Il est temps de faire le point sur l'actualité de ce début de semaine. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 23 janvier et vous êtes donc bien sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de 4e semaine de l'année. Un début de semaine, vous allez vite le voir, froid mais avec du soleil, donc on va tous en profiter. Nous allons avoir au cours des prochaines minutes des images de la Coupe de France, évidemment du côté des herbiers. L'aventure est terminée pour le VHF, ce qui n'empêche pas de garder de très bons souvenirs de l'ambiance dans les gradins. Vous allez voir ça dès le début du journal. Nous allons aussi sur la plage du côté de Longeville-sur-Mer pour parler des larmes de sirène. Vous savez, ces microbilles plastiques qui se sont invitées sur la plupart des plages de Bretagne, de Loire-Atlantique ou encore de Vendée. Une vaste opération nettoyage était organisée dans le sud Vendée hier matin. Nous allons parler emploi également avec cette rencontre notamment peu banale entre employeurs et candidats autour d'une table de ping-pong. Oui, je vous assure, les images, c'est dans quelques minutes. Et puis, comme chaque lundi, nous allons retrouver dans un quart d'heure notre journal des sports avec Alexandre Lenaour qui viendra nous parler à la fois de football, évidemment, mais également de basket ou encore de rugby. Avant tout cela, je m'étouffe. Voilà. Un petit mot de météo. Et cette météo, c'est comme hier, une très belle journée d'hiver qui s'annonce, la Vendée qui est divisée en deux. Si vous êtes plutôt à l'est, dans les terres, ce sont des nuages assez bas. Et dans l'ouest, un ciel qui va être plus dégagé et une atmosphère donc encore plus lumineuse. Côté température, on verra le détail pour ces prochaines heures à la fin du journal. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ça va beaucoup ressembler à hier. Cet après-midi, c'est le même programme. Des nuages qui vont peut-être quand même gagner un petit peu plus de terrain. Le quart nord-ouest vendéen, lui, va continuer à profiter d'un ciel relativement dégagé, mais partout ailleurs, des nuages un petit peu plus épais quand même. Du vent aussi, ce qui va accentuer la sensation de froid. Climat Vendée nous annonce un ressenti par endroit entre -3 et -4 degrés pour ce lundi après-midi en Vendée. On va regarder le baromètre des énergies dans ce contexte. Pour le moment, tous les voyants sont au vert. En tout cas, d'après les prévisions d'EcoWatt, nous sommes donc en situation et en prévision de situation de consommation d'électricité normale. Les rendez-vous du jour en termes de marée. Nous avons 3 rendez-vous en ce lundi. La prochaine pleine mer, c'est en début de soirée. Après une basse mer en milieu de journée au très fort coefficient, 103, 105 cet après-midi aussi. Donc autant dire que la mer va se retirer très loin. Il faut en profiter comme il va faire beau. Allez-y pour découvrir l'estran, pour découvrir notre littoral vendéen. La carte des marchés aussi avec les 4 rendez-vous du jour qui s'affichent. On a Benay, on a Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne ou encore Noirmoutier en Lille pour aller à la rencontre en ce lundi de nos producteurs locaux. C'est la Saint-Barnard aujourd'hui et non pas Bernard, car ça c'est le 20 août. Non, donc bonne fête au Barnard ainsi qu'au Emmerance. Nous sommes la journée mondiale des solitudes et il est bon de le rappeler car c'est peut-être aujourd'hui plus que les autres jours qu'il faut s'intéresser aux gens autour de vous qui sont isolés, pour les personnes qui sont séparées, seules ou veuves. On a un petit coup de mémoire d'ailleurs pour l'association que Colline a rencontrée la semaine dernière, l'assaut des solos, et qui justement essaie de mettre un petit peu de lien entre toutes ces personnes. Le soleil, il va se coucher aujourd'hui à 17h55 en Vendée. Quant à nous, on passe au journal. Et c'est un journal que nous allons commencer avec l'image du week-end. Vous étiez d'ailleurs peut-être vous-même dans les gradins. 4000 billets, souvenez-vous, qui ont été vendus la semaine dernière. Un week-end de sport à haute tension pour les herbiers qui jouaient son match de 16e de finale de la Coupe de France. Et c'était à domicile, donc les portes du stade Massabielle ont ouvert dès 16h pour un match qui commençait 2 heures plus tard. Et le froid, vous le voyez, n'a pas douché l'enthousiasme du public. Malheureusement, ce lundi matin est un petit peu plus groggy puisque c'en est terminé de la Coupe de France pour le VHF. L'équipe a été sortie samedi soir en 16e de finale par Reims. L'issue n'est pas forcément une surprise. Les joueurs du stade de Reims évoluent en Ligue 1, les herbiers en National 2. Mais c'est le score, lui, qui est un petit peu sévère pour les Vendéens, alors qu'ils avaient éliminé une équipe de Ligue 2 au tour précédent. 3-0 donc samedi soir à la faveur des Rémois. On est tombé contre une équipe déjà qui est en forme, qui est sur 11 matchs sans défaite.
qui néglige rien. On le savait, on les avait étudiés, on avait fait ce qu'il fallait, mais c'est une équipe qui est très compacte. Ce que je regrette un petit peu, c'est peut-être le score un poil sévère, peut-être. 3, ça fait beaucoup. Mais voilà, on s'est lâché un peu plus en deuxième, comme je disais. Ça aurait été sympa de pouvoir aussi marquer ce but. Ça aurait fait plaisir à tous les Herbretais. Malheureusement, on n'y est pas parvenu. Et maintenant, il faut féliciter aussi l'adversaire. Et je lui souhaite bien évidemment d'aller le plus loin possible dans cette épreuve. Dans le reste de l'actualité, plus de 60 personnes ont répondu hier matin à l'appel de la Surfrider Foundation, une opération de nettoyage de la plage des Conches à Longeville-sur-Mer pour montrer les dégâts de ces fameuses larmes de sirène, ces petites billes de plastique qui ont envahi le littoral atlantique sans qu'on sache encore exactement qui est le pollueur d'origine. Une mobilisation qui a permis un nouveau nettoyage en profondeur du site alors qu'il paraissait propre. Alix Solanos. La plupart des volontaires venus prêter main forte pour cette collecte de déchets, on a entendu parler. C'est même ce qui les a poussés à venir ce matin-là. On cherche des petites billes. On a préparé pour ramasser des billes de plastique. On regarde par terre sur le sable et puis on essaye de faire la différence avec les coquillages. Ces granulés de plastique sont en effet arrivés massivement sur le littoral atlantique ces dernières semaines. Alors Surfrider Foundation, à l'origine de cette initiative océane sur la plage des Conches à Longeville-sur-Mer, a voulu sensibiliser la population sur le sujet. Les microbilles de plastique, on les appelle aussi les pelés. On pense qu'il y a eu un conteneur qui s'est perdu à un moment en mer et avec les intempéries, c'est ouvert. Et donc on en retrouve vraiment partout. La semaine dernière, c'est sur les plages des Sables d'Olonne que la plus grosse pollution aux pelés a pu être observée. Ce dimanche matin à Longeville, peu de microbilles, aussi appelées larmes de sirène, ont été retrouvées. Mais cela ne veut pas dire que la pollution a disparu. Là actuellement je crois que le gros du dépôt se retrouve à Noirmoutier en ce moment, mais cette matière plastique c'est la matière première pour fabriquer après tous les matériaux plastiques qu'on utilise dans la vie quotidienne. Quand on voit que des collègues d'Antenne Bretonne en ont ramassé 60 ou 75 000 en une journée, même si nous aujourd'hui on n'en trouve pas, c'est peut-être parce que nous notre intervention arrive plus tard par rapport au déferlement de cette vague plastique et que du coup voilà, tout est déjà un peu décimé un peu partout dans le sable et ou retourné dans l'océan. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de les trouver, quoi. La semaine dernière, le maire des Sables d'Olonne ainsi que la présidente de la région des Pays de la Loire ont décidé de porter plainte contre X. Si peu de larmes de sirène ont été retrouvées lors de cette collecte, les traditionnelles bouteilles, déchets de pêche et autres plastiques étaient eux malheureusement bien présents. Autant de déchets qui vont être triés et quantifiés par l'association Surfrider Foundation afin d'appuyer leurs revendications auprès des politiques et des industriels. Et le maire des Sables d'Olonne ainsi que la présidente de la région des Pays de la Loire ne sont pas les seuls à avoir porté plainte contre X pour ces microbilles de plastique. Les maires de Pornic et de la Bernerie-en-Ré, en Loire-Atlantique, donc, l'ont également fait. Les voitures coincées sur le Gois ne sont pas l'apanage des touristes l'été. Un utilitaire et son conducteur ont été pris par la marée montante cette nuit. Un homme de 41 ans, de nationalité turque, qui a été récupéré par les sauveteurs aquatiques. La victime en hypothermie a été transportée à l'hôpital de Challans. Et puis en bref, toujours pas de deuxième tour pour les élections municipales à Belvigny. Une seule liste était candidate suite à la démission fin novembre de Régis Plisson. Cette liste, menée par l'adjoint sortant en charge des sports et de la vie associative, à savoir Philippe Briot, a remporté 86% des suffrages. À noter cependant le taux d'abstention qui s'est élevé, lui, à 76%. À la Ferrière, les recrutements ont commencé vendredi. Raquette en main, les agences Pôle emploi du bassin de La Roche-sur-Yon ont organisé avec la Fédération française de tennis de table une rencontre du stade vers l'emploi. Une centaine de demandeurs d'emploi ont ainsi joué avec de potentiels recruteurs pour briser la glace. Un premier pas vers un nouveau contrat. Ça casse complètement les codes du recrutement, en tout cas de la première rencontre, avec un recruteur d'un côté qui habituellement est assis derrière son bureau, qui accueille le candidat, la candidate, relativement stressé. Il y a de l'enjeu à réussir son entretien, à retrouver rapidement du travail. On le sait bien, ça, nous, à Pôle emploi, dans les équipes, que ça se passe comme ça. Là, c'est une manière de se découvrir et de montrer aussi une autre facette de sa personnalité, de donner envie de se rencontrer. Et c'est le pari gagnant que nous cherchons à faire avec la Fédération de tennis de table. Plutôt que d'être dans un bureau, à regarder simplement le CV, la lettre de motivation. Là, on apprend à se connaître, on apprend à voir comment les gens sont réellement, on regarde les savoir-être et on fait connaissance et on a envie ensuite de travailler ensemble. Et je trouve que l'idée est vraiment
très innovante et très enthousiasmante. Enfin, déjà, là, rien que l'exemple, il y a le tutoiement qui s'installe tout de suite. C'est des choses qu'on ne voit pas spécialement en agence. Donc non, ouais, ça brise une glace. Donc c'est super important. Puis voilà, le fait qu'il y ait un petit peu le mystère qui est demandeur d'emploi et qui est employeur, il y a forcément ça brise complètement la glace. Autre salle, autre ambiance, mais même objectif, à savoir celui de trouver du travail. La Boissière des Landes accueillait au même moment le sans doute plus classique Forum Emploi-Formation de Vendée Grand Littoral. Une 50aine d'entreprises et d'organismes ont ainsi pu faire part de leurs besoins pour les prochains mois. On vient ici pour chercher une formation et ou de l'emploi. On est sur le sujet de la reconversion, sur le sujet de son premier emploi, sur ce sujet, suite à un accident professionnel, d'un nouvel emploi. On est vraiment dans cette thématique-là avec des interlocuteurs qui sont soit directement les chefs d'entreprise, soit les fonctions RH dans les entreprises qui sont à l'écoute de ce public qui cherche à trouver une solution pour son propre emploi. Les nombreuses averses de la semaine passée n'ont pas découragé les volontaires de la Villa Charlotte, au Sables d'Olonne. Donc le parc de ce site qui avait eu les honneurs de la mission Berne en 2021 est en train de renaître. Le chantier de reboisement vient tout juste d'être lancé avec 70 premiers arbres qui sont plantés ce mois-ci. Grégoire de Châtillon. C'est bien connu et ça tombe bien, les végétaux aiment l'eau, à l'image de ce cyprès de Monterrey qui va être planté, un arbre originaire du sud de la Californie, bien connu sur notre littoral. Une mise en terre sous la pluie, entourée d'un groupe de mécènes qui finance une petite partie des plantations de la Villa Charlotte. C'est le cas de cet eucryphia, cet arbuste à la floraison estivale venu du Chili. Ici, les 35 premiers arbres ont été introduits ces derniers jours. Des cyprès de Provence, entourés de pins maritimes et pins parasols, plantés, comme vous le voyez, très serrés. C'est le bosquet le plus dense du parc. S'en suivront après d'autres plantations sur le site, à différents endroits, mais de façon beaucoup plus aérée, beaucoup moins dense. Ici, il n'y a vraiment pas épais de terre végétale, donc on est venu avec des pelleteuses pour vraiment creuser, arracher la roche, pour pouvoir créer des bons volumes de terre végétale pour que les végétaux se développent bien. Juste à côté, cette tentative d'acclimatation avec cet arbuste tout juste résistant au gel. Il s'agit du Metrosideros excelsa, plus connu sous le nom de arbre de Noël de Nouvelle-Zélande. Donc c'est un arbre qui va devenir assez grand avec une forme de parasol assez étalée qui va faire une très belle floraison rouge vif à Noël. Une première étape de plantation cet hiver. Au total, une centaine d'arbres et plus de 300 arbustes et vivaces seront plantés autour de la villa dans ce jardin d'1 hectare. L'idée de M. Bénèche, c'était vraiment de créer un jardin un peu extraordinaire avec comme un arboretum finalement. Une restauration et création signée du célèbre paysagiste Louis Bénèche, avec un budget pour le jardin de 2 400 000 €. À ce prix-là, l'invitation au voyage devrait être au rendez-vous, mais pas avant 2025. Le reboisement et les aménagements du parc devraient être terminés au mois de juin et en septembre commencera la restauration de la villa en elle-même. Au chapitre du sport, nous avons donc parlé football au début du journal avec la fin de l'aventure Coupe de France pour les herbiers, mais il n'y avait pas que cela ce week-end. Il y avait du basket aussi, par exemple, avec cette 20e journée de National 1 masculine, les Sables d'Olonne qui recevaient Toulouse. Score final 71-85 pour les Toulousains. À la suite du championnat s'annonce donc difficile pour le LSVB qui reste dans le groupe des 4 derniers. Ce soir, on n'a pas été présent. Pour moi, c'est une grosse déception ce soir. On a été défaillant dans beaucoup d'aspects, notamment dans l'envie et la combativité. Il reste 6 matchs pour remplir notre mission, mais c'est pas en montrant le visage qu'on a montré ce soir qu'on va forcément y arriver. Il faut rebondir dès mardi, essayer de rebondir, montrer un visage conquérant. Je suis déçu parce qu'on sort de ce match avec des regrets.
De son côté, Challans s'est imposé face au Pôle France 78-58. Le VCB reste dans le top 5 de la N1. Et puis des images aussi, vous le voyez, de la 10e journée de Ligue féminine cette fois-ci. Le RVBC recevait Tarbes. Les Tigresses de La Roche-sur-Yon ont remporté ce match, une prestation à domicile dans une chaude ambiance. Côté score, donc 91-70 à la faveur des Vendéennes. Et nous allons évidemment revenir dans quelques instants sur tous ces résultats avec le journal des sports. Mais avant cela, nous regardons quand même la météo des prochaines heures et vous allez vite réaliser qu'il devrait faire beau aujourd'hui en Vendée. Un ciel relativement dégagé, notamment sur toute la partie littorale. Beau mais froid, évidemment, c'est un peu à l'image d'hier. Des températures négatives pour tout le monde au réveil ce matin et ça ne va pas forcément s'arranger au fil de la journée. -3 à -4 annoncés aussi cet après-midi par Climat Vendée à cause du vent. Voilà, c'est la fin de ce flash. On va donc maintenant retrouver dans le détail les résultats sportifs de quelques rencontres qui ont marqué le week-end. Il est l'heure de notre journal des sports. Et bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous me disiez hors caméra que vous n'étiez pas dans les gradins des herbiers samedi, dites donc. J'ai suivi ça de près. De près. Bon, alors vous allez... Voilà, c'est ça. Vous allez nous en parler. 16e de finale. Racontez-nous comment cette histoire de Coupe de France s'est terminée du coup pour les herbiers. Mais bon, on a déjà un petit peu la réponse, mais je vous fais le retour du match quand même. Voilà. L'affiche était belle, à Massabielle, les herbiers qui affrontaient des Rémois invaincus depuis 11 matchs en Ligue 1, 3 divisions d'écart entre les deux équipes. On le rappelle, Reims en noir qui va allumer bien plusieurs mèches en début de match avec plusieurs frappes et un arrêt notamment de Rémi Pillot. Et le gardien bretais qui va ensuite venir provoquer un penalty. Balogun, l'attaquant de Reims, était parti en solitaire. Il va s'écrouler dans la surface. Il va le transformer lui-même, contre-pied parfait 1-0 à la 37e. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. Et puis au retour des vestiaires, les Rouges et Noirs vont se procurer une énorme occasion. Centre de Matondo pour la tête de Pierre Lavenant qui remise sur Yacouba Saïdi, tête plongeante et énorme parade du gardien rémois. On se dit alors que les Herbretons ont peut-être laissé passer leur chance. Reims reste discipliné. Alexis Flips a tout le temps d'ajuster dans la surface ce ballon enroulé qui vient lober Rémi Pillot 2-0 avec l'aide de la barre. Reims ensuite va plier ce match, mais on l'a vu juste avant, une autre occasion très importante pour les Herbretais. Et puis ça va faire ensuite 3-0, occasion de centre dans la surface mal dégagé par la défense et Adli à peine entré en jeu enfonce le clou. Défaite 3-0 donc pour les Herbiers qui s'arrêtent en 16e de finale. Plus aucune équipe vendéenne dans cette Coupe de France. La réaction de l'entraîneur breton Laurent David avec Thibaut Grasset. Déjà sur la première, je pense qu'on a été un peu timoré, on n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude, mais dû aussi à l'adversaire, à la qualité de l'adversaire. Et puis sur notre première grosse erreur, on prend un contre et ça amène le penalty et donc le 1-0. On a cette petite balle de but avec Yakou Saïdi de la tête. Malheureusement, nous on ne l'a pas mise. Il y a manque de réalisme par rapport à l'adversaire qui lui a été très froid dans ce qu'il a fait mais il nous a punis. Donc voilà, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, ils peuvent être fiers de leur parcours parce que c'est pas facile pour une Nationale 2. La 16e de finale, c'est vraiment une belle épopée pour nous et on tombe contre un adversaire de grande qualité. Et on s'en souviendra évidemment. Du football toujours, avec les filles cette fois-ci de la D2. 11e journée, La Roche-sur-Yon qui recevait Brest. Exactement, on part du côté de La Roche-sur-Yon. C'était la reprise, après une trêve d'un peu plus d'un mois et demi au stade de Saint-André-d'Ornay. C'était la dernière journée de la phase A. Une rencontre riche en occasions, on vient de le voir avec Louise Martineau qui a manqué le cadre en début de match. La gardienne ornésienne Laura Lacoste va ensuite venir sauver les siennes à 2 reprises. Elle se couche bien sur les 2 offensives brestoises les plus dangereuses de cette première mi-temps. Avant la pause, Léonie Lemoin est aussi toute proche d'ouvrir la marque. Elle un peu trop sa frappe, ça fait donc 0-0 à la pause. On en restera là, les Vendéennes vont d'ailleurs trouver la barre par Léonie Lemoin. La Roche-SO va s'offrir de belles occasions mais manquer cruellement d'efficacité dans le dernier geste. Laura Lacoste, la gardienne ornésienne, aura aussi de nouveau brillé dans ce deuxième acte en gardant sa cage inviolée. Les équipes se partagent donc les points, 0-0, résultat plutôt logique. Le coach des Ornésiennes, Fabrice Bouillet, au micro de Thibaut Grasset. Je suis satisfait de l'engagement des filles dans cette rencontre. Voilà, elles ont donné un maximum, elles ont été au maximum respectueuses des consignes. Et malheureusement, on n'a pas su concrétiser devant. On a manqué de justesse, voilà, aussi. Mais il y a une histoire de contexte aussi par rapport au fait qu'il y ait 6 descentes. On sent que les équipes sont peut-être un peu tétanisées par l'enjeu. On se précipite un peu trop dans les avant-derniers gestes. Voilà, on a plutôt bien contrôlé défensivement cette équipe, mais offensivement on a manqué de justesse pour les déséquilibrer.
Et nous allons refermer le chapitre football pour ouvrir celui du basket. Et là aussi, on va rester avec les filles. C'est les ligues féminines. 10e journée, La Roche-sur-Yon, Tarbes. 10e journée et avant-dernière journée de la phase aller. Le RVBC qui retrouvait les Oudéry après la défaite, c'est bien de la semaine dernière, mercredi soir, contre Villeneuve-d'Ascq. Les Lyonnaises en noir qui vont rapidement faire la course en tête dans ce match. Les Tigresses mènent déjà 14-2 après 4 petites minutes de jeu, plus 17 même au tableau d'affichage, 26-9 après 7 minutes. Une avance confortable qui va être bien gérée jusqu'à la pause où les Lyonnaises mènent 50-33. Les joueuses de Manu Body vont maintenir la distance dans ce match, 26 points au second compteur pour Kalina Mosqueda-Lewis, il faut le dire, meilleure marqueuse de la rencontre. Et au final, large succès, 91-70. Le RVBC est donc toujours 5e au classement, égalité de points avec Lyon, Asvel 4e. Prochain match, ce sera à 18h15 ce dimanche contre Angers. Ce sera à suivre sur les antennes de TV Vendée. Et en National 1 masculine, cette fois-ci, c'était la 20e journée et nous avions les Sables d'Olonne qui recevaient Toulouse. On en a parlé il y a quelques minutes et vous allez revenir sur le sujet. Dans une salle beau séjour qui était bien remplie pour porter une équipe un peu en difficulté quand même dans ce championnat. Un premier quart-temps assez équilibré tout de même entre les deux formations. Les Sablés en blanc vont mener en début de match avant de se faire progressivement reprendre. Les Vendéens accusent jusqu'à 7 points de retard dans le deuxième quart. Les Sablés vont revenir à de longueur, 23-25, mais les visiteurs vont de nouveau creuser l'écart avant la pause. Plus 10 après 20 minutes. Toulouse est devant 41-31. Il va y avoir un très bon retour tout de même sur les parquets côté Sablés. Moins 5 en début de troisième quart, mais Toulouse enclenche de nouveau et maintient les Sablés à distance avant de prendre définitivement le large. Défaite 71-85. Les Sablés s'étaient déjà inclinés contre les Toulousains au match aller. C'était fin octobre. Des Sablés qui restent englués en bas de tableau, 12e sur 14. Le coach Guillaume Pons s'attendait à mieux de la part de son groupe. On l'écoute avec Alain Charrier. Ce soir, on n'a pas été présent. Pour moi, c'est une grosse déception ce soir parce on sortait d'un très bon match à domicile contre Chartres. À Loun, on était dans le vrai aussi. On a été défaillant dans beaucoup d'aspects, notamment dans l'envie et la combativité. Le match de ce soir était important pour recoller à Toulouse et mettre des équipes derrière nous. Il reste 6 matchs pour remplir notre mission, mais c'est pas en montrant le visage qu'on a montré ce soir qu'on va forcément y arriver. Il faut rebondir dès mardi, essayer de rebondir, montrer un visage conquérant. Et nous allons repartir en extérieur avec du rugby cette fois-ci. Fédéral 3, 12e journée, les Sables d'Olonne face au Mans. En extérieur et dans le grand froid, il faisait très très froid. Ça se voit sur les images, ça se sent. Au stade de la rue de Lierre, hier après-midi, il valait mieux mettre ses gants. Et ce sont les Manceaux qui vont ouvrir la marque, le Mans qui est lanterne rouge de cette poule 18 sur une pénalité dès la 2e minute. Mais ensuite, les Sablés vont se reprendre un premier essai avec Paul Chevalier à la 10e et c'est ensuite transformé par Amaury Bernard. Le Mans va prendre les points, ensuite transformer 2 pénalités pour mener 9-7. Mais juste avant la pause, Christopher Bria va venir aplatir et c'est ensuite transformé 17-12 à la mi-temps. On a changé de côté. Les Vendéens vont se libérer ensuite en deuxième période. Florent Mélix y va de son essai à la 42e, également transformé 7 minutes plus tard. Bois-Dromo récupère une touche pour venir aplatir. Paul Rabeicrou et Samuel Grino signeront eux aussi 2 essais. Le Mans viendra également chercher un petit essai dans ce match à la 64e. Et large succès du RC Sablé qui s'impose 43-19, qui conforte sa 2e place avec Alain Charrier. Je vous propose d'entendre les mots de l'entraîneur Benjamin Chaube. On est content, il y a encore une victoire à la rue de Lierre. On s'était fixé aussi comme objectif d'être invaincu à domicile. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc, on voit que les joueurs travaillent dur la semaine pour y arriver. On a vraiment un groupe d'équipe premiers qui se donne les moyens d'y arriver, qui s'entraîne dur. Surtout avec des températures aujourd'hui comme maintenant où il fait froid, où les terrains sont gelés le soir. Donc oui, on est content de la victoire et d'autant plus qu'elle est bonifiée. C'est pas la période la plus facile là quand même pour tous ceux qui font des sports collectifs en extérieur et ceux qui font des sports individuels d'ailleurs. Enfin bref, tous ceux qui sont dehors. C'est dur pour tout le monde en ce moment. Bon courage. En tout cas, voilà pour le journal des sports. Alors évidemment, ça continue sur TV Vendée. On se retrouve dans 85 chrono. Avec Aurélien Huard, 18h45, avec les invités des Sables Vendée Basket, notamment le président Nicolas Seferiadis et l'entraîneur Guillaume Pons, qu'on a vu tout à l'heure en interview. Et le reste des résultats du week-end. Merci Alexandre. On va passer, nous concernant, au jeu de la matinale. Avec une question très très courte cette semaine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui sont les Loubersac ? Voilà.
Et là-dessus, je m'arrête. À vous de réfléchir. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Alors, inspirez-vous quand même de ces images qui sont extraites des journaux de TV Vendée de la semaine dernière, parce qu'on est un petit peu sympa. On vous donne quelques indices. J'en rajoute un indice, tiens. Existe-t-elle vraiment ? Voilà. Existe-t-elle vraiment ? Et puis on se retrouve demain pour le deuxième indice de la semaine. À la clé, notre partenaire, c'est un nouveau partenaire et qui va nous rejoindre d'ailleurs sur les prochains mois. C'est l'Œil du Prince qui propose à 2 d'entre vous de repartir chacun avec 2 places pour assister au spectacle d'Arnaud Cosson qui s'appelle Le syndrome de la page blanche, un spectacle qui est joué du 9 au 11 février à la Comédie Bis, qui est cette nouvelle salle de spectacle à La Roche-sur-Yon, au rez-de-chaussée de l'hôtel Ibis. Voilà, donc pour essayer de partir au théâtre, envoyez-nous votre réponse avant vendredi matin sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous dès ce lundi, dès Paul Tronminet. On se retrouve demain à la même heure, dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.